Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tribune Presse, votre émission qui s'intéresse à l'actualité de la semaine, qui en discute et l'actualité de la semaine passée au crible, c'est dans votre émission Tribune Presse. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Ahmed Ba, docteur S anthropologie, diplômé en sciences politiques. Pierre Ahmed Ba est également chroniqueur au journal Le Pays au quotidien. Pierre Ahmed, bonjour. Bonjour. C'est bien ça, votre CV? Entre autres. Entre autres. Alors avec nous également, Maître Papa Sène, avocat à la Cour et membre de l'APR, Alliance pour la République, parti au pouvoir du président Macky Sall. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, comment va le Sénégal? Monsieur Fabrice, permettez-moi d'abord, avant de répondre à votre question, de saluer monsieur Pierre Ahmed Ba, ici présent, de saluer également les Sénégalais, les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous suivent ce soir, et de vous remercier également de l'opportunité que vous m'offrez pour venir sur ce plateau de Sen TV et discuter avec vous, discuter également avec les Sénégalais qui nous regardent. Merci. Le Sénégal va bien, je dirais oui. Le Sénégal va bien parce que tout simplement, depuis le 25 mars 2012, comme nous le savons tous, les Sénégalais ont choisi d'emprunter une nouvelle ère avec le président Macky Sall. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis son accession à la souveraineté de ce pays, à la tête de ce pays, le président Macky Sall est en train de poser des actes forts pour sortir ce pays de la situation dans laquelle elle était. La rupture. La rupture totale. Et aujourd'hui, quand même, tous les Sénégalais s'accordent et sont d'accord avec lui qu'effectivement, le Sénégal est en train d'emprunter une nouvelle voie vers le développement. N'est-elle pas un peu trop brutale, cette rupture? Je ne dirais pas que cette rupture est trop brutale. Vous savez, quand vous voulez faire des réformes, quand vous voulez relancer un développement, il est tout à fait normal que vous y mettez tous les moyens. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se faire dans ce pays rentre dans le cadre normal de l'évolution d'un État. Et de surcroît, un État de droit. Parce que je tiens quand même à rappeler que le Sénégal est un État de droit. Et le Sénégal n'est pas devenu un État de droit en 2012 avec l'accession de M. Macky Sall à la tête de ce pays. Il l'a été, il l'est aujourd'hui. Pierre Ahmed Ba, est-ce que serait-ce un péché pour que Macky Sall rétablisse l'état de droit? Rétablir l'état de droit, ce serait trop dire, parce que c'est comme qui dirait que par notre passé, nous n'avons pas vécu dans l'état de droit. Je pense que c'est un peu trop dire de dire qu'on veut y rétablir un état de droit. Maintenant, mais la rupture, on parle de rupture là. On parle de rupture, mais dans quel domaine parle-t-on de rupture? Mais justement, c'est à ce niveau-là que la rupture dont on parle tant m'interpelle. Parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit dans quel domaine il fallait une rupture. On ne l'a pas dit. On nous parle de rupture, de rupture, de rupture. Non, Maître a parlé de rupture totale. Il faut qu'il s'explique alors. Maître, qu'est-ce que vous entendez par rupture totale? Mais vous savez, Fabrice, je vous ai parlé tout à l'heure du contexte. Nous savons tous qu'il y a un contexte aujourd'hui dans lequel le Sénégal était, avant donc les élections de 2012. Vous savez mieux que moi, nous avons assisté à un régime pendant 12 années, un régime qui excellait dans la gabégie. Dans la gabégie, un régime qui ne se souciait pas de la bonne gouvernance et de la transparence. Aujourd'hui, le président Macky Sall, dans sa stratégie, dans sa politique de développement, a mis en avant ces principes de bonne gouvernance, de transparence et de justice et d'équité. Mettre un terme à la bamboula. Alors, maintenant vous êtes édifié, Pierre Ahmed Ba, rupture à ce niveau? Non, mais en fait, je pense que la première preuve de malgouvernance au sein du gouvernement de Macky Sall, le président de la République, bien entendu, c'est le fait d'avoir institué un ministère de la bonne gouvernance, qui, à mon sens, est vide de sens. Ah bon? Un ministère de la bonne gouvernance pour faire quoi? En réalité, si tout fonctionne, si son système fonctionne comme il doit fonctionner, comme un système d'État doit fonctionner, comme une administration normale doit fonctionner, je ne comprends pas pourquoi mettre en place un ministère de la bonne gouvernance. Je pense qu'il y a des problèmes qui se règlent au niveau individuel, au niveau social, et il y a des problèmes qui sont des problèmes d'État. Le problème de ce gouvernement-là, c'est qu'ils veulent intervenir au niveau des problèmes individuels et ils oublient ce faisant de régler les problèmes d'État. Qu'est-ce que vous entendez par problème individuel? Le problème individuel, d'abord l'éducation. Je pense que quand on gère des deniers publics,
ce qui compte le plus, c'est la moralité de la personne qui gère les deniers publics. Et la moralité de la personne qui gère ces deniers publics-là, on ne peut pas le régler quand il a 45 ans. C'est une question d'éducation de base. Il y a des valeurs, on grandit avec. On ne les a pas. Quels que soient les garde-fous, quels que soient les systèmes de contrôle qu'on met en place, si une personne est mal intentionnée, on ne peut pas l'empêcher de nuire. Donc je pense que le fait de se focaliser aujourd'hui sur une question de bonne gouvernance, il faudrait peut-être mieux se focaliser sur la nature des personnes qu'on met à la place. C'est surtout là le problème, à votre avis. Alors, nous mettons un peu les pieds dans le plat, comme cela se dit. Nous abordons notre premier sujet. Alors, Maître, j'ai quand même envie de vous poser une question. Karim Wade en prison, il y a eu beaucoup de bruit, hein, vous l'avez vu, avant, pendant et après. Est-ce que vous savez pourquoi? Fabrice, vous me permettrez quand même de faire une précision sur ce plan. C'est vrai, je suis là en tant qu'avocat et je suis là en tant que membre de l'APR. Mais je dois quand même vous dire ici sur ce plateau que je n'ai pas la prétention aujourd'hui d'analyser ce dossier dans son fond, parce que je ne suis pas constitué dans ce dossier, et même si j'étais constitué, ma déontologie et le principe du secret de l'instruction m'interdisent formellement de dire quoi que ce soit sur le fond du dossier. Mais par contre, nous pouvons quand même apporter des éclairages sur la situation qui prévaut aujourd'hui donc par rapport à l'arrestation de Karim Wade et compagnie. Je pense que cette arrestation rentre dans le cadre normal du fonctionnement de la justice. Voilà quelqu'un qui a été interpellé, à qui on a fait une mise en demeure relativement à une présomption, à des indices d'enrichissement illicite, qui a eu 1 mois comme la loi le stipule, qui a déposé ses conclusions. Ces conclusions qu'il a déposées n'ont pas satisfait le procureur spécial qui est le maître des poursuites en la matière, et ce dernier a mis en branle la machine judiciaire, et aujourd'hui on se retrouve devant la commission d'instruction qui est en train tout naturellement de mener le travail que la loi lui a confié, c'est-à-dire d'instruire le dossier à charge ou à décharge. Donc le travail se fait normalement à votre avis? Le travail se fait normalement en respect des règles établies par la loi, aussi bien par rapport à la loi de 81 que par rapport au code de procédure pénale qui est notre code de droit commun en matière de procédure pénale. Je ne vois pas aujourd'hui en quoi l'arrestation de M. Karim Wade, d'autres personnes, parce que si vous allez ici à côté de nous à Rebeuss, mais il y a combien de citoyens sénégalais qui sont arrêtés, et ils sont arrêtés en respect des règles de procédure qui gouvernent l'État du Sénégal. Donc, il n'y a pas de particularisme sur ce point. M. Karim Wade a été arrêté, les autres ont été arrêtés, mais laissons la justice sénégalaise faire son travail, d'autant plus que nous sommes à la phase de l'instruction. Nous sommes à la phase de l'instruction et le processus va se poursuivre. Si demain jugement doit y avoir, il y aura un jugement. Mais si si demain la commission d'instruction estime qu'il n'y aura pas de jugement, les Sénégalais se rendront compte qu'effectivement ce dont il était poursuivi n'était pas avéré. Donc ne nous précipitons pas, laissons la justice faire son travail. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par parler d'état de droit. Parce que dans un état de droit, il faut quand même qu'on respecte les décisions de justice, il faut qu'on respecte également la justice et qu'on la laisse faire son travail. Tout naturellement. Alors Pierre Ahmed Ba, est-ce qu'à votre avis, il y a de quoi fouetter un chat? Déjà, à mon avis, je pense qu'il n'y a pas encore de décision de justice. Il n'y a pas encore de décision de justice à ce niveau-là. J'entends souvent les gens dire au Sénégal qu'il faut laisser la justice faire son travail, qu'il faut laisser les experts du droit se prononcer sur les dossiers de droit. Mais je pense que tout d'abord, le droit est rendu à notre nom, au nom du peuple sénégalais. Je pense que la technicité dont on parle, la technicité qui entoure, en fait, le mythe qui entoure le droit dont on nous parle tant pour nous tenir à l'écart des sujets qui sont des sujets d'opinion, hein, à mon avis, mais on reviendra là-dessus. Je pense que c'est un faux problème, c'est un faux débat, pour la bonne et simple raison, et je m'en réfère à Gérard Cornu dans son œuvre « La linguistique juridique ». Vous savez, Fabrice, il n'y a que 10 000 mots dans le dictionnaire français qui peuvent avoir un sens juridique. Et il n'y a que 400 mots qui ne peuvent avoir un autre sens que juridique. Donc nous nous retrouvons sur l'ensemble du langage français avec 10 400 mots. Est-ce que cela suffit pour dire que nous ne pouvons pas comprendre les décisions de justice qui sont supposées être rendues à notre nom? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a problème, déjà. Maintenant, en ce qui me concerne, ce que je pense, c'est que l'affaire Karim Wade est tout d'abord une affaire politique, avant d'être une affaire de droit. Pourquoi? D'abord, parce que
vous n'êtes pas sans ignorer la haine, si je puis m'exprimer ainsi, nourrie envers Karim Wade pour la seule et simple raison qu'il a voulu être que Macky Sall, alors président de l'Assemblée nationale, l'avait convoqué à l'Assemblée nationale pour l'entendre sur sa gestion de l'ANOCI. Par un tour de passe-passe politique, Macky a été défenestré du système de Wade. Il s'est fâché, il a créé son parti, par un concours de circonstances, il est devenu président de la République. La première chose que Macky a faite, c'est ouvrir les hostilités. Il a convoqué Karim Wade, il a entouré cette affaire d'une communication, d'une propagande, je devrais dire, parce qu'il n'y a pas eu de communication en tant que telle. Il a entouré cette affaire d'une propagande, il en a fait une demande sociale, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas d'une demande sociale. C'est mal connaître ce que c'est qu'une demande sociale. Une politique sociale ne se base pas sur le fait de jeter des gens en prison, je suis désolé. Une politique sociale, c'est d'abord l'accès à l'éducation, c'est d'abord l'accès à un logement décent, ce que les Sénégalais n'ont pas, c'est d'abord l'accès aux denrées de première nécessité qui ont flambé depuis que Macky Sall est là, et tenez-vous bien, ça va encore flamber parce qu'ils vont imposer 3% là, dans les jours à venir, à partir du 28 courant. Taxe douanière. Taxe douanière. Donc les denrées explosent. Et c'est l'accès aussi aux services sociaux de base, c'est l'accès à la santé. Donc, et dans la santé, ça ne fonctionne pas. Déjà, la semaine prochaine, je pense qu'il va y avoir 48 heures de grève des médecins du Sénégal. En fait, c'est pas une priorité. Je pense que... Non, je ne dis pas que ce n'est pas une priorité. Je dis tout simplement, le fait d'en avoir fait une demande sociale est faux. Ce n'est pas une demande sociale, c'est un faux débat. La demande sociale, elle est quoi? Pourquoi Macky a été élu? Qu'est-ce que Macky a... qu'est-ce qu'il a promis aux Sénégalais? Il ne nous a pas promis d'amener Karim Wade en prison. Mais parmi les promesses de Macky Sall, il y a l'état des lieux. L'état des lieux. Mais d'accord, comment fait-on l'état des lieux? Pour faire l'état des lieux, je gère une entreprise, vous m'appelez, vous me dites, je veux faire l'état des lieux, voici ce que vous avez fait et justifiez-moi que vous l'avez fait. Justifiez-moi que ça vous appartient. Justifiez-moi que vous avez telle propriété alors que ça peut ne pas être ma propriété. Je pense que si on veut faire un état des lieux, il y a des cabinets qui sont là, il y a des experts qui sont là, on engage d'abord des audits, on termine, il y a l'inspection générale d'État est là. Pas besoin de CREI. On n'a pas besoin de CREI. Je pense que la CREI, en réalité, à mon avis, c'est un recul démocratique. C'est votre point de vue, la CREI, c'est un recul démocratique, maître? Oui, mais M. Fabrice, permettez-moi quand même un peu de répondre à mon ami Pierre. Je vous en prie. Je pense que c'est un mauvais procès qu'on est en train de faire au président Macky Sall quand mon ami Pierre... Il ne s'agit pas du président Macky Sall, il s'agit d'un système. Moi, je ne personnalise pas les débats. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez nommément cité le nom du président Macky Sall. Vous laissez-moi parler, je continue. Donc, je dis c'est un mauvais procès qu'on est en train de faire au président Macky Sall. Parce que vouloir dire aujourd'hui sur ce plateau que la traque des biens mal acquis qui est mise en œuvre par ce régime constitue une sorte de vengeance à l'égard de M. Karim Wade, c'est faire un mauvais procès au président de la République. Pourquoi? Je pense que le président de la République a été élu à 65% des Sénégalais. Et lorsqu'il a été élu, il a un chantier. Il a même des chantiers, je veux dire. Et parmi ces chantiers, il y a l'état des lieux dont vous parlez tout à l'heure. Parce que le président Macky Sall et son équipe ont l'obligation de faire l'état des lieux et de rendre compte aux Sénégalais ce qu'ils ont trouvé sur place. Mais il est bien entendu, M. Karim Wade comme les autres ont eu à occuper des fonctions dans ce pays. Ils ont eu à gérer des deniers publics. Des contrôles ont été faits. Des enquêtes ont été menées, les résultats de ces enquêtes ont été livrés à la justice. La justice aujourd'hui est en train de faire son travail, la procédure a été déclenchée, mais je ne vois pas aujourd'hui en quoi même on peut citer le nom du président Macky Sall dans cette affaire, parce qu'il s'agit d'une question qui est aujourd'hui en train d'être tranchée par la justice sénégalaise. Séparation des pouvoirs, respecter. Respecter la séparation des pouvoirs. C'est pourquoi moi j'ai commencé par parler de l'état de droit, parce que c'est extrêmement important. Tout à l'heure, mon ami vous a dit oui, on n'a pas besoin de la CREI. Mais on peut dire la même chose, on n'a pas besoin du tribunal régional, on n'a pas besoin de la chambre d'accusation, on n'a pas besoin de la cour d'assises, on n'a pas besoin de la cour d'appel. Mais non, mais sauf que la CREI, c'est quand même exceptionnel. Ce n'est pas une juridiction d'exception quand même. C'est vrai, c'est une juridiction d'exception. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que la CREI a été créée en 1981. Et à ce que je sache, quand la CREI était créée, mais le président Macky Sall n'était même pas en fonction. Je pense qu'il devait même être étudiant encore.
Peut-être élève, peut-être élève. Peut-être élève, on est en 1981. C'est pour cela peut-être Pierre Ahmed Ba a parlé de recul. Comment revenir à ce qui a été créé en 81 pour relancer? Mais justement parce qu'en 2012, nous avons trouvé une situation qui aujourd'hui ne peut être réglée que par cette juridiction. Exclusivement. Voilà. Exclusivement parce qu'en fait, vous savez, il y a des délits de droit commun que nous connaissons et qui sont là. Le détournement des deniers publics, il est là. Mais il y a d'autres formes d'infraction que, en fait, certaines juridictions de droit commun ne pouvaient pas prendre en charge. C'est le cas de l'enrichissement illicite. Et il y a l'enrichissement illicite est une réalité avec le pouvoir qui était en place, mais il va de soi que la loi sur la CREI est une loi aujourd'hui qui est là pour permettre de venir à bout de ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Parce que vous savez, je vous ai parlé de gestion gabégique. Ça, on n'a même pas besoin. Parlé de Bamboula. De Bamboula, on n'a même pas besoin aujourd'hui, Fabrice. Vraiment, de donner des statistiques ou de faire l'état complet pour dire comment ces gens ont eu à gérer ce pays. C'est de notoriété publique qu'on a géré ce pays dans une situation de gabégie extraordinaire. Ça, quand même, c'est une réalité. Donnez-moi un exemple. Aujourd'hui, vous avez vu, on vous a dit que donc Karim Wade est poursuivi à hauteur de 600 et presque 700 milliards. 700 milliards pour un pays comme le Sénégal. Vous imaginez ce que cela fait alors qu'on nous parle des problèmes de la santé qu'ils ont laissés dans ce pays, on nous parle des problèmes de l'éducation que le régime en place a trouvé sur place. Donc voilà une forme de gestion qui aujourd'hui doit quand même être réparée. Et la CREI est là pour mettre un terme à toutes ces formes d'agissement par rapport à l'enrichissement illicite. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse quand même dire que la CREI n'est pas importante. La CREI, au même titre que les autres juridictions de droit commun que nous avons, est une juridiction qui est là pour répondre à un besoin. Un besoin de justice sociale et d'équité sociale. Donc la mission, elle est noble, la mission de la CREI. C'est une mission noble et juste. C'est votre point de vue, Pierre Ahmed? Alors, il faut faire l'état des lieux. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur tout ce qu'il vient de dire. D'abord, le président Macky Sall arrive au pouvoir. À partir de quel moment a-t-il senti le besoin de ramener la CREI? Je vous pose la question. À mon avis, il sait des choses. Soit il sait des choses que nous ne savons pas, parce que décider comme ça, il n'y a pas eu d'audit, il n'y a rien eu. Il se lève un jour, il dit, je remets en place la CREI, il y a problème. D'abord, il a été dans ce gouvernement pendant 7 ans, donc il faut qu'il nous parle, qu'on nous dise la vérité. Nous voulons la vérité. On se réveille, on réanime la CREI. Pour la petite histoire, Abdou Diouf est arrivé au pouvoir faible. Il a hérité d'un pouvoir. Il y avait des caciques du Parti socialiste qui étaient là. Brandir la CREI était une arme pour obliger ces caciques-là de se ranger derrière lui. Macky Sall, il vient de dire qu'il a été élu par 65%. Un plébiscite. Hein? Un plébiscite. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il n'y a que 24 ou 25% des Sénégalais qui ont voté effectivement pour Macky Sall au premier tour. Tout le reste n'ont pas voté pour lui. Et au deuxième tour, il s'est agi de chasser Abdoulaye Wade. Il ne s'est pas agi de choisir un président de la République. Donc je pense qu'il faudrait peut-être recadrer les débats et avoir une lecture analytique de ces chiffres-là. D'abord, première chose, donc je ne pense pas en réalité qu'il s'agisse d'un plébiscite. Un. Deuxièmement, on crée cette CREI-là. On convoque des gens, on les entend, on les met en prison. Game over, fin de l'histoire. Mais pendant ce temps, pendant une année, on nous a parlé de traque de biens mal acquis. On nous a fait comprendre d'abord qu'il s'agissait de 4 000 milliards qui se trouveraient quelque part dans une banque dans le monde. Après, ils sont arrivés à 694 milliards. Ils nous ont dit, on va faire l'état des lieux. On n'a rien trouvé dans les caisses de l'État. Mais là encore, comme il le dit, nous venons d'apprendre de Idrissa Seck qu'il y avait 400 milliards dans les caisses de l'État. Encore une vérité qu'on a oublié de nous dire. On nous dit, il faut que le président Macky Sall fasse l'état des lieux et dise aux Sénégalais ce qu'il a trouvé ici. Mais il a omis de nous dire qu'il a trouvé 400 milliards. Quelle que soit par ailleurs l'affectation réservée à ces 400 milliards, il a oublié de nous le dire. Il nous avait dit, je vais baisser le prix du carburant. Il ne l'a pas fait. Il nous avait dit, je vais baisser les denrées de première nécessité. Il ne l'a pas fait. Tout a augmenté. Vous savez ce qui n'a pas augmenté? Bizarrement. C'est quoi? L'alcool et la cigarette ont baissé sous le régime de Macky Sall. Tout le reste a flambé. L'alcool, la cigarette, l'habillement et les chaussures. Et je ne l'invente pas.
Vous n'avez qu'à lire l'étude publiée par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie sur les indices des prix à la consommation. Mais apparemment, vous n'accordez pas trop de crédit à ce qui a été dit, paradis fiscaux, société écran Mais vous savez, le droit pénal, il n'y a rien de plus simple que le droit pénal. 1 + 1 = 2, c'est des mathématiques. Preuve contre preuve. Vous avez la preuve ou vous n'avez pas la preuve. Et moi, j'attends. Je ne dis pas que Karim est innocent, ça ne me regarde pas. Je ne dis pas que Karim est coupable, ça ne me regarde pas. Vous savez ce qui me regarde? Qu'est-ce qui vous regarde? C'est ce pourquoi Macky Sall est aujourd'hui au pouvoir. D'accord. Pourquoi il est au pouvoir? On l'a mis au pouvoir parce que nous ne voulions plus d'un système. Et qu'est-ce qui caractérisait ce système-là? C'est le copinage. C'est en train de se passer. C'est une histoire de famille. C'est en train de se passer. Vous avez parlé, c'est la presse qui en a parlé, de la dynastie Faye Gassama, Faisal Gassama, etc., etc. Le nouveau Conseil économique et social, vous n'avez qu'à lire les noms des gens qui y sont. Ouais, on a même oublié, excusez-moi, on a même oublié et la communauté chrétienne, on a oublié les partis de l'opposition, notamment le PDS. Mais vous savez, ce qui se passe aujourd'hui, excusez-moi, je vais terminer, ce qui se passe aujourd'hui, en réalité, vous savez, c'est un canular. C'est un canular. C'est un canular. Ok, je vous propose de suivre, maître, permettez-moi de suivre le compte rendu de Fatou Abdou Ndiaye sur la conférence de presse des avocats de M. Karim Wade. Les avocats de Karim Wade n'y sont pas allés de main forte pour dépiécer l'argumentaire du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Il révèle que le procureur s'est inscrit en faux en disant n'avoir reçu que 42 pages. Maître Ciré Clédor Ly trouve même qu'Alioune Ndao est en autodéfense. Maintenant, les 42 pages, c'est rien du tout. Nous avons dans les 42 pages, c'est en réalité, on a fait en sorte que si la commission d'instruction ou la haute cour de justice, l'Assemblée nationale est saisie pour une mise en accusation, qu'ils aient déjà un dossier prouvant qu'en réalité, le procureur spécial, la brigade spéciale était incompétente, le procureur spécial est disqualifié, il n'a pas respecté la règle de droit et que ce dossier devait être classé. Voilà ce qu'il y a dans ces 42 pages. C'est les irrecevabilités. Les avocats s'offusquent ainsi de la procédure initiale. C'est vrai qu'on parle souvent de questions de lettres et d'esprit. Entre autres, maître, une réaction par rapport à cet élément? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma réaction ne sera pas quand même d'apporter une réponse sur le plan du fond, d'après ce que mon confrère maître Ciré Ly a dit tout à l'heure. Mais tout ce que je peux dire, c'est que comme il l'a dit effectivement, devant le procureur spécial, et devant la commission d'instruction, effectivement, les avocats de la défense ont eu à soulever un certain nombre d'exceptions. Exceptions par rapport à la régularité de la procédure, par rapport même au travail qui a été fait par le procureur spécial. Et vous savez, Fabrice, la commission d'instruction a eu à se prononcer sur ces exceptions avant d'en arriver au mandat de dépôt qui a été décerné contre Karim Wade et autres. Donc, aujourd'hui, maître Clédor Ciré Ly, mon confrère, vous dit il reste le travail de la commission d'instruction, il reste le travail de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Effectivement, parce que nous sommes à la première étape. La première étape, c'est que nous avons dépassé le stade du procureur spécial qui, en toute souveraineté et conformément aux dispositions légales, a apprécié une réponse qui lui a été donnée par les concernés. Et après avoir apprécié cette réponse, le procureur spécial, dans sa souveraineté, a estimé que les justifications qui ont été fournies n'étaient pas convaincantes. Et il a décidé de traduire ces personnes devant la commission d'instruction. La commission d'instruction a reçu ces personnes, elle les a entendues en présence de leurs conseils, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ont soulevé un certain nombre d'exceptions avec des arguments de droit à l'appui. Et la commission d'instruction est passée outre et a placé ces personnes concernées sous mandat de dépôt en attendant. Aujourd'hui, la commission d'instruction est en train de faire son travail. Des actes d'instruction seront posés, il y aura des auditions, il y aura des interrogatoires, il y aura même peut-être des descentes sur les lieux, il y aura peut-être des perquisitions, un certain nombre d'actes d'instruction qui seront posés par la commission d'instruction. Et au final, lorsque la commission d'instruction aura fini de statuer, mais vous le savez, le texte prévoit deux hypothèses pour la commission d'instruction. La première hypothèse, c'est que la commission d'instruction peut effectivement, comme il le dit, après avoir examiné le dossier de M. Karim Wade et autres, après avoir également examiné le dossier de la partie civile, les prétentions des uns et des autres, se dire, moi, commission d'instruction, je n'ai pas aujourd'hui un dossier avec des charges qui me permettent de poursuivre, je rends un arrêt de non-lieu. C'est prévu par le texte. Et comme ça, si tel est le cas, tout rentrera dans l'ordre ou tout rentrera dans le désordre? Non, si tel est le cas, vous savez,
c'est une décision qui est rendue sur un arrêt de non-lieu. Et le texte prévoit la possibilité pour le procureur spécial d'interjeter appel contre cette décision auprès de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Parce que c'est quand même une voie de recours qui est offerte au procureur spécial. Maintenant, si le procureur spécial use de cette voie de recours et que l'affaire est portée devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite, il appartiendra à cette dernière de rendre la décision finale qui s'imposera à tous. Mais je disais tout à l'heure, la première hypothèse, c'est l'arrêt de non-lieu qui peut être rendu. Mais la seconde hypothèse, c'est lorsque la commission d'inscription, la commission d'instruction, après avoir examiné, comme je vous l'ai dit, les arguments des uns et des autres, le dossier qui est mis à sa disposition, se rend compte qu'il y a des charges suffisantes, des indices d'enrichissement illicite à l'encontre de toutes ces personnes inculpées, elle rend un arrêt de renvoi pour saisir la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Et le processus va se continuer avec un jugement, avec une audience publique où tous les Sénégalais, toutes les Sénégalais seront là pour suivre cette audience. Ce sera une audience publique qui obéit aux règles de droit commun devant le tribunal correctionnel. Si vous avez l'habitude de vous rendre au tribunal les mardis, les jeudis, vous assistez aux audiences correctionnelles, mais vous voyez la façon dont les audiences se déroulent. Il y a la défense, il y a la partie civile, il y a le parquet qui est là, et chacune des parties développe ses moyens, et il appartiendra à la Cour de rendre sa décision en toute souveraineté. Apparemment, l'hypothèse politicienne ou politique, vous l'écartez. Mais vous savez, moi j'entends très souvent certains dire que oui, cette affaire est une affaire politique. C'est un canular. C'est un canular. On est là pour vouloir liquider un adversaire politique. Moi, je ne pense pas aujourd'hui, en mon humble avis, je ne pense pas aujourd'hui que le président Macky Sall ait besoin d'utiliser la justice, d'instrumentaliser la justice pour s'attaquer à un adversaire politique. Fut-il Karim Wade? Parce que vous savez, moi j'ai la ferme conviction que Karim Wade n'est pas un adversaire politique. Karim Wade n'est pas un adversaire politique, et je m'explique. Ah bon? Mais ce n'est pas un adversaire politique, Fabrice. Vous savez, Karim Wade a eu à bénéficier du temps de son père, de tous les privilèges possibles, tant du point de vue de l'État que du point de vue de son parti, le Parti démocratique sénégalais. Vous vous souvenez de la génération du concret? La génération du concret a existé au sein du Parti démocratique sénégalais. L'auteur, c'était Karim Wade. Karim Wade a eu à occuper presque les portefeuilles ministériels les plus importants, raison pour laquelle l'opinion l'a dépeint comme étant le ministre de la terre et du ciel. De l'eau et du feu. De l'eau et du feu. De l'inspiration et de l'expiration. Si c'est pendant le moment où son père était aux affaires, avec tous les privilèges qu'il avait, Karim Wade n'a pas pu faire une percée en politique, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Moi, je multiplie son poids politique par 0. Et le président de la République n'a pas besoin d'utiliser la justice pour venir à bout de Karim Wade. Parce que nous ne considérons pas Karim Wade comme un adversaire politique. Ce qui se passe, c'est très simple. Voilà aujourd'hui quelqu'un qui a eu à gérer, avec d'autres personnes, qui ont eu à gérer des deniers publics, qui ont eu à occuper des responsabilités. À un certain moment donné, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu un train de vie, il y a eu un patrimoine qui a été listé, un train de vie dispendieux qui est là, qui est noté et au vu aussi de tous les Sénégalais. Mais quoi de plus normal pour une autorité qui se respecte, mais d'interpeller cette personne pour lui demander de justifier de l'origine licite de ses biens? Mais oui, mais d'accord, ça c'est Karim Wade. Mais et compagnie, vous avez dit tantôt, Cheikh Diallo et entre autres, quelle est leur responsabilité à votre avis dans cette histoire? Vous savez, Fabrice, comme je vous ai dit, je ne suis pas dans le dossier, mais ce que je peux vous dire, et ça c'est textuel, c'est qu'aujourd'hui, les auteurs, les personnes qui peuvent être poursuivies devant la CREI ont été listées. Ces personnes ont été listées. Même moi qui vous parle en tant qu'avocat, je fais partie d'un ordre. Et vous savez que donc les ordres professionnels sont concernés par même la CREI. Personne n'est à l'abri. Ah bon? Personne n'est à l'abri. Pour tous ceux qui ont eu à gérer des deniers et qui sont concernés par cette liste qui a été dressée par la loi. Mais demain, il faut s'attendre à ce qu'on vous demande de rendre compte et de justifier de l'origine licite de vos biens si par ailleurs on considère que vous êtes en train de mener un train de vie dispendieux et si on considère également que vous avez un patrimoine qui dépasse largement le niveau de vos revenus. Ah, donc tous ces gens qui accompagnent Karim sont aussi concernés que Karim. Mais nous sommes à la phase de l'instruction. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Je ne peux pas aujourd'hui sur ce plateau dire que effectivement ils sont coupables ou ils ne le sont pas. Ils bénéficient de la présomption d'innocence. Attendons la commission d'instruction pour qu'elle fasse son travail. Attendons maintenant après, s'il doit y avoir jugement, que la Cour de répression de l'enrichissement illicite rende son arrêt et rende sa décision pour nous dire voilà la situation. D'accord, Pierre Arreba, convaincu, c'est pas un canular. Il m'est très difficile de distinguer, quand mon interlocuteur s'exprime, l'avocat du politicien.
D'une part, il a dit... Non, de l'homme politique. De l'homme politique. D'une part, il a dit, ces gens ont mené un train de vie dispendieux. Ce régime a travaillé sous... En fait, n'a fait a fait beaucoup de gabegie. C'est un jugement de valeur. Et ensuite, il vient nous dire, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il se ressaisit un peu. Je pense que... Je pense, Fabrice, et c'est très simple, je pense que c'est très difficile de défendre ce dossier du point de vue de l'État. Il est très difficile de défendre ce dossier pour la bonne et simple raison. Justement, souvenez-vous, en 2000 ou en 2002, ne disait-on pas que Elton appartenait à Karim Wade? Aujourd'hui qu'on a fait le bilan, soi-disant, de tous les biens de Karim Wade, où est-ce qu'on a entendu parler d'Elton? Nulle part. Nulle part. Et pourtant, ça a fait grand bruit ici, souvenez-vous, il y a juste 10 ans. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mystification, beaucoup de fabrication. Et aujourd'hui, on est en train de juger. On est en train de juger une attitude, une posture, plutôt que des faits. Parce qu'en réalité, si ce sont les faits qui les intéressent, qu'ils nous donnent des faits. J'entends le procureur dire qu'il y a des secteurs juteux de l'économie qui sont gérés par des compagnies offshore. Ça veut dire quoi, juteux? Juteux. On dit à Karim Wade, votre poids financier s'élève à 694 milliards. C'est quoi un poids financier? Nulle part dans le droit on parle de poids financier. Ça veut dire quoi? Qu'on nous parle français et qu'on nous dise exactement ce qu'on reproche à ces gens. Karim Wade, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne me concerne pas. Par contre, j'ai un ami, un excellent, un bon ami, qui est avec lui. Et à mon avis, Cheikh Diallo est tenu en otage. Ah bon? Oui. Otage pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? De ne pas être sénégalais? Ça ne me regarde pas. Il emploie des Sénégalais. Ses enfants sont sénégalais. Sa femme est sénégalaise. Ça me suffit. Il participe au développement économique de ce pays. Ça me suffit. Mais avec l'argent supposé mal acquis. Jusque-là, quel est le bien? Quel est le bien qu'on a identifié et qu'on a demandé, par exemple, à Cheikh Diallo de justifier l'origine? Il n'y en a pas. J'en ai pas entendu parler. Il paraît que le CD Group, qu'on veut étouffer justement parce que c'est un journal d'opposition, parce que ici, toute la presse, chacune des presses locales au Sénégal a sa ligne éditoriale. Le président de la République, alors membre du gouvernement de Wade, avait son groupe de presse, Séninfo. Beaucoup de ministres ici ont leur groupe de presse. Moi, je ne connais pas un journal qui ne fait pas partie d'un camp ou de l'autre. Par contre, en ce qui me concerne personnellement, je peux dire, je ne suis ni membre du PDS, je ne suis ni membre d'une quelconque organisation qu'on appellerait Génération du Concret, dont je n'ai jamais assisté à une assemblée générale. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Ce qui m'intéresse, c'est le Sénégal. Et je parle pour le peuple sénégalais. Je suis un Sénégalais. J'ai un président en face de moi qui m'a promis monts et merveilles, qui a diabolisé le système qui était là et qui se retrouve à reproduire les mêmes schèmes du système dont nous ne voulions plus. Et c'est ça mon problème, moi. Mon problème n'est pas qu'on me dise voici comment la procédure va se passer, ils bénéficient de la présomption d'innocence, ils peuvent être disculpés ou inculpés. Ça ne me regarde pas. Mon problème, vous savez, c'est quoi? De quoi sera fait demain? Et on me dit que demain, si par hasard, un des membres de ma famille ou un des membres des familles de mes amis tombe malade, lundi ou mardi, ils ne pourront pas se soigner parce que les médecins iront en grève. Mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est qu'on me dise que les denrées de première nécessité, qui ont déjà augmenté de prix, vont encore augmenter. Donc c'est de, de 3%. C'est de la diversion à votre avis? À mon avis, ce qui est en train de se passer aujourd'hui est un leurre. C'est un mirage. C'est un leurre. On nous demande de regarder ici, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Qu'ont-ils fait pendant un an? Vous pouvez me le dire? Quels actes ont-ils posé pour nous prouver qu'ils veulent réellement une rupture? Il n'y en a pas. Pourquoi aurions-nous besoin d'un conseil économique et social? Comme si nos institutions ne fonctionnent pas déjà normalement sans cette institution-là. L'Assemblée nationale sert à quoi? Les élus du peuple servent à quoi? Ils servent à quoi aujourd'hui? Est-ce qu'ils me défendent ou est-ce qu'ils défendent leur position au sein d'un parti?
Vous savez, le problème sénégalais n'est pas conjoncturel, il est structurel. Et nos gouvernants ne sont pas structurés. Ils ont un problème de méthode. Ils ne savent pas travailler. Ils ont une approche inhumaine de la politique. Leur approche politique manque d'humanisme. Et c'est de bonne guerre. Les banquiers, en général, regardent l'argent, pas le porteur de projet. D'accord. Peut-être vous voulez ajouter quelque chose? Permettez-moi, rapidement. Oui, je voudrais juste apporter quand même une petite précision à l'endroit de M. Pierre. Tout à l'heure, il s'est interrogé sur la casquette que je porte quand je parle tantôt, c'est l'avocat, c'est le politique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'entendre parler, il se pose cette question. Parce que mon ami Ba aborde cette question, la question qui nous réunit ce matin, il l'aborde sous l'angle de l'amitié. Il vous a dit tout à l'heure que Cheikh Diallo est mon ami. Et effectivement, quand vous abordez cette question sous l'angle de l'amitié, il vous sera très difficile de comprendre les tenants et les aboutissants des éléments que nous développons. Parce que vous pensez que si Cheikh Diallo avait tué quelqu'un en flagrant délit comme ça, je le défendrais? Mais je n'en doute. En fait, par rapport à ce où est que le vous doute avez raisonnable? Il est où le doute raisonnable? Il est où? Permettez-moi de continuer. Non, mais il est où le doute? Permettez-moi de continuer. En fait, je disais tout à l'heure. Je n'aborde pas la question sous l'angle de l'amitié. Je pense que vous m'avez mal saisi. C'est vous qui l'avez dit. J'aborde la question sous l'angle politique et sous l'angle social. Je dis tout simplement que les Sénégalais en ont marre. Je dis tout simplement que les Sénégalais ont bien assez trinqué. Je dis tout simplement, parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous regardent, que les Sénégalais sont fatigués. Nous sommes fatigués. S'il vous plaît, changez de casquette. S'il vous plaît, changez de discours. S'il vous plaît, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Comment vous allez... Ayez un peu de respect à cela qui nous regarde. Ayez un peu de respect à cela qui nous regarde. Dites-nous, s'il vous plaît, dites-nous comment vous allez changer notre lendemain. C'est aussi simple que ça. D'accord. Allez, je vous en prie, mais je ne vous manque pas de respect, je ne vous injurie pas, je ne vous insulte pas, je n'utilise pas des mots vulgaires. Je parle des Sénégalais qui nous regardent, parce que je vous ai laissé parler, je ne vous ai pas interrompu. Parce que vous êtes avocat, ça se passe comme ça au tribunal. Ici, on est à la tribune presse, mon gars. Donc moi, je disais tout à l'heure, M. Nguema, pour me reprendre, qu'effectivement, on peut se poser certaines questions parce que, tout simplement, on l'aborde sous l'angle de l'amitié. Moi, je ne l'aborde pas cette question sous l'angle d'une appartenance politique ou sous l'angle d'une amitié. Non, ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais ce sont des textes. Ce sont des textes mais que je vous ai dit. quelle est votre opinion au-delà des textes? Quelle est votre opinion sur ça? Mais moi, mon opinion, je la tire du respect de la loi. Je n'ai pas d'opinion en dehors du respect de la loi. Je n'ai pas d'opinion en dehors du respect de la loi. Et quelle est votre opinion dans les règles du droit? Mais les règles du droit, jusqu'au moment où je vous parle, avec la décision, je vous ai dit, jusqu'au moment où l'on parle, avec la décision de placement sous mandat de dépôt de ces personnes, on est en phase avec la législation. Ça, c'est réel. Est-ce que vous m'avez entendu? Je ne parle pas de législation, je vous dis les problèmes des Sénégalais aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites pour les régler, vous, membres de l'APR, vous, parti au pouvoir? Qu'est-ce que vous faites? C'est ça la grande question. Vous venez de nommer un conseil économique, social et environnemental. Ok. Quel est votre projet? D'accord, on va suivre rapidement le substitut du procureur. Il s'agit de Antoine Diome, interrogé par Birahim Touré et Evelyne Mandioba. Utile de savoir qu'une véritable ingénierie financière frauduleuse a été mise à nu, reposant essentiellement sur un système avec deux déclinaisons de prête-noms. On a découvert des prête-noms simples qui pouvaient ignorer jusqu'aux caractéristiques de l'objet social. Quand il s'agit des personnes morales de droit privé, je veux parler de sociétés, les prête-noms simples pouvaient ignorer jusqu'aux caractéristiques se rapportant à l'objet social ou bien à l'activité des sociétés dont il était censé être les associés uniques ou associés majoritaires. On a découvert également des prête-noms opérationnels qui prenaient une part active dans la réalisation de l'enrichissement illicite. En dehors de ce système d'ingénierie financière reposant premièrement sur le système de prête-noms, on a également découvert des montages complexes. Aujourd'hui, il est plus qu'important de savoir aussi que des secteurs clés de l'économie nationale sont détenus par des sociétés offshore. Ça, c'est une réalité, basée principalement dans 3 pays. Le Panama, les îles Vierges britanniques et le Luxembourg. C'est clair, Pierre Ahmed Ba, tout est clair? Quoi, clair? Ce que le procureur... Bon, déjà, je me pose la question de savoir quand le procureur dit une véritable ingénierie financière frauduleuse.
À quoi correspond ce frauduleux? Est-ce qu'il a déjà jugé? Est-ce que c'est lui le juge? Vous pensez que c'est un jugement avant l'heure? Je pense que c'est un jugement de valeur. Quand on met un adjectif qualificatif épithète, pas attribut. Je pense que c'est un jugement de valeur. On parle français. Il a dit une véritable ingénierie financière frauduleuse. Je pose juste la question. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Non, mais vous l'avocat. Non, je pose une question. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Non, vous n'êtes pas là pour me poser des questions. Ah bon? On est là. On n'est pas pour discuter. On n'est pas là. Non, mais c'est pas à vous de poser des questions. Alors, on est là pour. Cher Monsieur Nguema, est-ce que vous pouvez poser à l'avocat la question de savoir si, à ce niveau, à cette étape de la procédure, le procureur de la République peut donner un jugement de valeur sur les faits qu'il est censé enquêter? Mais avant de poser la question, je demande votre avis. Voilà, mon avis, je vous l'ai dit. On n'avait pas besoin de ça. Je pense que, d'abord, depuis quelque temps, au Sénégal, on a l'habitude de voir des procureurs s'exprimer, se livrer à de véritables exercices de communication, sans y être préparés. Je pense que sur plusieurs affaires, il y a eu énormément d'erreurs qui ont été commises. Et je pense que ces erreurs ne sont pas encore rectifiées. Et je pense que plus on ira dans la procédure, plus on aura ce genre de jugement de valeur. C'était un point de presse où il fallait expliquer que M. Karim Wade a été mis sous mandat de dépôt, où il a été interpellé, je ne sais pas, c'est selon les termes qu'il utilise, ou selon le niveau de la procédure, il a été interpellé, et voici les raisons pour lesquelles il a été interpellé, parce qu'il n'a pas su justifier, selon notre entendement. Je pense qu'il y a une manière de communiquer, mais quand déjà on manque de sérénité, quand déjà on ne respire pas bien quand on communique, vous savez, nous sommes des experts de la communication. Donc, je pense qu'il y a il y avait une véritable vocation, un véritable objectif de convaincre, alors qu'il s'agissait d'informer. Et c'est cela qui justifie le mot frauduleux. Il est déjà sous mandat de dépôt, il est déjà en prison, on a déjà dit qui s'est adonné à de la fraude. On l'a déjà dit. Alors pourquoi on va... Mais ça peut être une glissade. Non, hein? Pourquoi on va aller maintenant devant le juge? Puisque le procureur a déjà décrété. C'est votre point de vue? Il y a déjà un décret oui, là? M. Nguema, moi je pense il y a déjà une décision de justice là? Je suis quand même au regret de constater que mon ami Ba est en train de verser dans des confusions terribles. Ah bon? Je ne sais pas si c'est de façon délibérée qu'on le fait parce qu'il y a les téléspectateurs qui nous regardent. Mais je suis quand même au regret de constater ce fait. Hein. Il est là. Moi, je n'ai pas la prétention ici sur ce plateau de faire la leçon au procureur spécial sur la façon dont il doit communiquer. Ce que je considère, c'est qu'effectivement, le procureur spécial doit communiquer et il a communiqué. Vous savez pourquoi? Mais le procureur spécial, près la CREI, tout comme le procureur de la République, près le tribunal régional, sont les avocats de la société. Ils défendent les intérêts de la société. Et à ce niveau, il est important de préciser, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le procureur spécial n'est pas l'avocat de l'État du Sénégal. Le procureur spécial défend les intérêts de la société sénégalaise. Et dans ces intérêts de la société sénégalaise, il y a l'intérêt de l'État, il y a l'intérêt des personnes qui sont inculpées et placées sous mandat de dépôt. Donc il est du devoir du procureur spécial. Quand des personnes sont arrêtées, quand des personnes sont placées en garde à vue, pour des faits qu'on leur reproche, avec la présomption d'innocence, mais de s'expliquer devant le peuple sénégalais pour leur dire, voilà ce qui fonde aujourd'hui l'arrestation de telle et telle personne. C'est dans ce cadre que s'inscrit la conférence de presse de monsieur le procureur spécial. Maintenant, moi, je ne suis pas dans le dossier, je ne peux pas aujourd'hui vous dire qu'est-ce qui correspond à ce mot frauduleux ou autre, parce que je ne suis pas consulté dans ce dossier. Monsieur le procureur spécial a son dossier, il sait pourquoi il le dit. Peut-être que si mon ami Ba se rapproche de son ami Cheikh Diallo, mais dans sa cellule en prison... Il est en cellule. Comment pourrais-je? Mais vous savez, il y a les droits quand même des détenus. Si vous allez au niveau de la CREI, vous pouvez avoir un permis qui vous permet d'aller visiter Cheikh Diallo, mais ayez quand même le temps de discuter avec lui. Peut-être que lui, il a déjà lu le dossier parce que le dossier a été mis à sa disposition 48 heures avant. Il pourra être en mesure de vous dire qu'est-ce qui correspond au concept frauduleux. Ce qui veut dire que 48 heures avant, il savait que... Mais c'est la procédure. Non mais attendez. C'est la procédure. Un instant. Oui, je vous écoute, Pierre, un instant. Ce que j'ai dit est très clair et qu'on n'essaye pas de me porter en faux avec qui que ce soit, serait-ce le procureur spécial ou le président de la République. Ce que je dis est très clair.
j'ai analysé un discours qui a été mis à ma disposition via les médias. Techniquement. Et dont on me dit qu'il a été prononcé en mon nom. Je pense que la chose la plus simple, la plus naturelle, serait de me poser des questions sur ce discours porté en mon nom et qui m'a été relayé par les médias. Je dis tout simplement qu'on aurait pu éviter certains mots qui chargent l'opinion. On instaure la communication, on diffuse l'information. Là, on n'est pas dans la communication. On est dans l'information. On est dans l'information. Attention, il y a une grande différence. D'ailleurs, quand les journalistes ont voulu poser une question, qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est un point de presse. Ce n'est pas une conférence de presse. Donc, on nous a livré une information. Ils n'ont pas répondu à des questions et maintenant, il nous revient la lourde charge de les interpréter. Et oui, quand on s'adonne à la propédeutique de l'interprétation, on peut avoir un point de vue. Et mon point de vue, le mien, qui me concerne, moi, est que ce mot frauduleux a déjà donné une orientation à la suite des événements. Et cela ne fait que me fonder dans l'idée selon laquelle cette affaire est une affaire politique. Tout à l'heure, on a parlé d'indépendance de la justice. Mais s'il vous plaît, c'est qui le patron du procureur? Ce n'est pas le chef de l'État. C'est qui le patron du ministre de la Justice? Ce n'est pas le chef de l'État. C'est qui le patron du policier? Ce n'est pas le ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, il faut qu'on arrête. L'indépendance de la justice ne peut être que circonscrite selon les orientations politiques du chef de l'État. Il faut qu'on arrête de penser qu'on peut instruire à charge ou à décharge sur un dossier comme ça sans pour autant consulter ses supérieurs. Et les supérieurs ici, hiérarchiques, sont qui? Ceux qui définissent les orientations politiques de l'État. Il faut qu'on arrête. Ce que je dis est très simple. Dites la vérité au peuple sénégalais. Si vous pouvez nous sortir du bourbier dans lequel nous sommes, si vous pouvez nous sortir de la faim et de toutes les sortes de faim, une faim économique, une faim pécuniaire, une faim sociale, une faim etc. Voilà. Même culturelle, on n'a même plus de ça. Mais M. Fabrice, permettez-moi rapidement, pourquoi on passe sur le deuxième sujet, parce que permettez-moi de revenir sur la différence sur l'information et la communication. Vous savez, effectivement, le procureur spécial n'a pas été soumis à des questions. Vous savez pourquoi? Mais nous sommes dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et il y a un principe sacro-saint qui gouverne cette procédure, c'est le secret de l'instruction, c'est le secret de l'enquête. Mais vous imaginez le procureur spécial se mettre à répondre à des questions pour divulguer le fond du dossier. Et le secret de l'instruction ne prend pas en charge le fait qu'on ait trouvé dans les îles Vierges britanniques, etc., etc. Mais vous savez, une véritable ingénierie financière frauduleuse. Vous savez, M. Non, mais attendez. Le discours de M. le procureur spécial est un discours clair. Pour ceux qui veulent comprendre ce qu'est un discours clair d'ailleurs. Ah bon? Parce que, oui, parce que ce à quoi vous vous attendiez, mais le procureur spécial n'a pas le droit de le faire. Mais à quoi je m'attendais? Dites-moi, mais vous vous attendiez à ce que le procureur spécial vous donne des éléments de fond du dossier, ce qui n'est pas de son rôle, parce qu'il y a le secret de l'instruction, il y a le secret de l'enquête. Oui, le secret de l'instruction, alors que tous les matins dans la presse, on lit exactement ce qui se passe. Mais vous êtes juriste, vous savez mieux que moi ce qui que est juriste ici. Je ne le suis pas du tout. Vous êtes juriste, mais non, vous savez mieux que moi. C'est la meilleure. Voilà, nous abordons le deuxième sujet, à savoir, il faut aussi noter qu'il y a eu des interpellations pour offense à chef de l'État. C'est un peu la machine judiciaire qui s'emballe, maître. Sur ce point, vous avez quelque chose à dire? Oui, mais moi je dis, Fabrice, quand même, il faut que force reste à la loi. Nous sommes dans un état de droit et le président de la République et même les autres ministres du gouvernement, le premier ministre, les membres du gouvernement constituent une institution. Et chaque citoyen sénégalais quand même a le devoir de respecter ces institutions. Vous savez, on le dit très souvent, les hommes passent, les institutions demeurent. Et aujourd'hui, ce n'est pas le nom du président de la République, Macky Sall, qui aujourd'hui doit être mis en avant, mais c'est l'institution président de la République. Et c'est lui qui incarne cette institution, et tous les citoyens sénégalais doivent du respect à cette institution. Le chef de parti aussi, hein? Non, mais vous savez, ça c'est un moyen de défense que l'on utilise.
disent. Il y a des gens qui se mettent autour d'une table, qui parlent, qui avancent des propos. Une fois interpellés par la police ou la gendarmerie pour se débiner, mais on dit oui, moi je m'adresse au chef du parti. Mais nous ne sommes pas en campagne électorale, nous ne sommes pas en pré-campagne, nous sommes dans une situation normale de fonctionnement des institutions, et ces institutions, le pouvoir exécutif est incarné par le président de la République. Si vous vous adressez au président Macky Sall avec des propos désobéissants, avec des propos injurieux, mais il est évident que vous portez atteinte à l'institution de la République, et là les juridictions sénégalaises sont là pour rétablir, pour dire le droit par rapport à de tels comportements. Mais ils ont été relaxés, hein, il n'y a pas eu de... Vous savez, ils ont été relâchés. D'ailleurs, c'est un gage. Et cela montre qu'aujourd'hui, dans ce pays, il n'y a pas une chasse aux sorciers, il n'y a pas de règlement de compte. Voilà. Certainement qu'ils ont eu à faire des déclarations qui n'ont pas permis peut-être aux enquêteurs de pouvoir donner suite à ce dossier. Parce que j'ai lu à la presse, effectivement, que contrairement à ce qui a été dit, ce qui a été relaté, mais ces gens se sont présentés sous une autre casquette en faisant marche en arrière. Mais ça, c'est leur propre responsabilité. C'est votre avis? Mon avis sur la question de l'offense au chef de l'État, je pense que c'est une loi rétrograde. Ah bon? Oui, je pense que c'est obsolète. Mais oui, mais dire que le chef de l'État a autour de lui des homosexuels, des PD et autres, c'est un peu... Mais vous savez, nous sommes au siècle de la communication, ils n'ont qu'à répondre. C'est un débat public, ils n'ont qu'à répondre et ça s'arrête là. On n'a pas besoin. On répond à des affirmations gratuites comme ça. Il faut qu'on soit sérieux, nous sommes dans un état de droit. On est dans un état civilisé. Et si on est dans un état civilisé, oui, nous sommes dans un état civilisé. Et qu'est-ce que vous entendez par civilisé, dites-moi? Mais ici, vous savez... On est là. Vous pensez que la civilisation permet... Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui rentre dans la civilité, M. Barr. Ce que nous sommes en train de faire rentre dans la civilité. C'est ça l'état du Sénégal. Vous ne pouvez pas changer aujourd'hui ces contours de l'état du Sénégal. C'est une réalité. Que l'on soit de l'opposition ou du pouvoir, admettons que le Sénégal est un état de droit, un état civilisé. Très bien. Le Sénégal est un état civilisé. Tous les matins, les gens meurent parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Tous les matins, les gens meurent parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. On nous parle de... Non, mais vous savez... Non, là, c'est une offense au chef de l'État quand même. Une institution, c'est une institution. Une institution est une institution. Et je ne suis même pas d'accord que le chef de l'État soit une institution. Il l'a dit. Les institutions demeurent, les hommes passent et trépassent. Si le chef de l'État est l'institution, quand il passe et trépasse, l'institution meurt avec lui. Mais il peut l'incarner. Un instant. Voilà, c'est ça, il incarne. Un instant. Le chef de l'État... Moi, je ne me permettrai jamais, parce que j'ai une bonne éducation, parce que à l'école, quand j'étais à l'école élémentaire, on m'enseignait l'instruction civique, ce qu'on ne fait plus, l'éducation morale et sanitaire, ce qu'on ne fait plus. Alors, je ne vois pas comment on peut régler des questions morales avec des gens qui ont 50 ans, 45 ans, 65 ans, plutôt que de régler ça à la base, de ramener ça à l'école. Je l'ai déjà dit sur ce plateau, je le redis encore aujourd'hui, je pense que c'est un impératif. Parce que le problème fondamental aujourd'hui, c'est que nous sommes des féodaux qui vivons dans la contemporanéité. Je ne parle même pas de civilité, ni de civilisation. C'est autre chose, c'est un autre débat, c'est un débat anthropologique, je n'entre pas dans ce débat-là. Je dis tout simplement que c'est une loi rétrograde dans la mesure où ils ont ouvert les hostilités dans la presse. Aujourd'hui, tout ce qui se passe sur ce dossier-là, on l'apprend le lendemain dans la presse. Mais comment est-ce possible? Soit il y a une volonté ouverte de communiquer sur ce dossier via presse interposée, soit alors l'administration n'est pas étanche, et ça c'est un danger. Voilà, alors nous parlons un peu du Conseil économique, social et environnemental. Votre point de vue sur l'institution? On n'en a pas besoin. Je pense qu'on n'en a pas besoin, et la manière dont elle est constituée, si tant est qu'on en aurait besoin, ou si tant est que de leur point de vue nous en avons besoin, je pense que ça a été constitué de manière sectaire. Sectaire pourquoi? Sectaire dans la mesure où le Conseil économique et social, et je vous renvoie au texte puisque vous aimez bien les textes, c'est un conseil qui doit représenter toutes les couches et toutes les catégories sociales de la vie sociale, économique, environnementale. Parce que maintenant, on fait comme la France, on plagie, donc il y a l'environnement. Mais la communauté chrétienne n'est pas représentée. Le PDS, qui représente quand même une bonne partie de l'opinion de ce pays-là, si on s'en réfère aux dernières élections, parce qu'au premier tour, ils sont arrivés premiers, ils ont eu 35%. C'est 35% de la population qui partage, qui épouse les idées du PDS, qui ne sont pas représentés.
Je n'entrerai pas dans d'autres détails que j'ai lus par-ci et par-là, d'ailleurs même même ou des détails familiaux. J'entre pas dans ça. Je dis tout simplement, si tant est que le Conseil économique et social doit être consulté pour donner avis au chef de l'État, à son gouvernement, à son système, sur des questions économiques, sociales et environnementales, il faudrait au moins, comme les textes le disent, respecter la différenciation sociale sénégalaise et la représentativité de notre société. Voilà, alors, allez rapidement, maître. Oui, en fait, moi je pense que quand même, par rapport au Conseil économique et social, il faut savoir que le Conseil économique était là, le Sénat était là, et avec l'avènement du président Macky Sall, effectivement, le Sénat a été supprimé, et il y a le Conseil économique, social et environnemental qui a été mis en place. C'est une institution qui a été mise en place par le gouvernement actuel. Mais quand on met en place une institution, ce n'est pas pour les beaux yeux de ceux qui doivent composer l'institution, mais c'est pour une finalité bien déterminée, c'est-à-dire concourir au développement économique, social et environnemental du pays. Et c'est le sens que l'on doit donner à cette institution qui a été créée. Maintenant, les gens qui doivent composer cette institution, effectivement, il y a des dispositions légales qui disent que la composition doit obéir à tel et tel contenu. Mais aujourd'hui, si de l'autre côté, on estime qu'effectivement, cela n'a pas été fait, mais il y a des voies de droit. De quel côté? Mais ils n'ont qu'à attaquer la décision du président de la République qui a nommé ces gens. Si on estime... Merci du conseil, on va le faire et de fort belle manière, vous allez voir. Mais si vous êtes... Parce qu'en fait, il est trop facile de venir dans un plateau de télévision, d'affirmer de façon péremptoire d'ailleurs que oui, le Conseil économique et social et environnemental ne respecte pas ce que dit la loi par rapport à sa composition. Mais il est trop facile de le dire. Mais si on estime que cela est avéré, mais ils n'ont qu'à emprunter les voies de droit. Mais ça, c'est le point de vue du PIT d'Ahmad Dansoro aussi, hein, qui a noté que... Vous savez, il y a des points de vue politiques aussi. Okay. Il faut quand même, parce qu'il a parlé tout à l'heure d'absence de parti. Et là, je ne pense pas aujourd'hui que dans le texte qui régit le Conseil économique et social, qu'on fasse allusion à une appartenance politique. Ni religieux. C'est des couches socio-professionnelles. Ni religieux. Ni religieux. Ouais. Ni religieux. Donc, moi, on a dit les Sénégalais dans toutes leurs catégories. Attention. Je sais que l'ordre des avocats est représenté. C'est une couche socio-professionnelle. L'ordre des avocats est représenté parce que c'est un ordre professionnel. Et je considère également... Ceux qui ne font pas partie des ordres professionnels. Mais vous savez, tout à l'heure, quand je... Voilà. Vous savez, M. Ba, sur ce point précis, c'est vous qui avez agité... Non, c'est vous qui avez agité la loi en disant la composition du Conseil. Mesdames et messieurs, on me fait... Le Conseil économique social a été formé, les gens ont été nommés, mais en respect à la loi. Voilà, alors, allez-y. à mon avis, c'est très simple. La question fondamentale, c'est est-ce que le Sénégalais compte? Si le Sénégalais compte, on doit prendre en charge tous les Sénégalais. Si un seul Sénégalais qui est en danger de mort compte aux yeux de ces gens-là, qu'il nous le prouve. Nous sommes tous en danger et ils ne nous ont pas encore prouvé. Il manque d'humanisme et ces gens-là ne nous mèneront nulle part. Merci. Ça, je pense que c'est le propos du politicien qui parle. Nous savons tous qu'aujourd'hui, le Sénégal... Mesdames et messieurs, Tribune Presse, c'est terminé. Juste vous rappeler que nous avons eu le plaisir de recevoir Pierre Ahmed Ba, docteur S anthropologie, diplômé en sciences politiques, également chroniqueur au journal Le Pays au quotidien. Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Papa Sène, avocat à la Cour et membre de l'APR, Alliance pour la République du président Macky Sall. Maître, je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro.